Si vous voulez bien, pour écouter Luc Fraisse, qui est professeur de littérature française à l'Université de Strasbourg et membre de l'Institut universitaire de France. Bon, les Proustiens le connaissent bien puisqu'il a une abondante bibliographie depuis ses deux premiers ouvrages qui avaient compté, à l'époque de sa thèse, le processus de la création, c'est Marcel Proust en 1988 et l'œuvre cathédrale en 1990. Et puis, je passe, parce qu'il y a beaucoup de livres entre-temps, sur deux gros livres publiés plus récemment, un vrai pavé, l'éclectisme philosophique de Marcel Proust, une encyclopédie de Proust et de la philosophie, publiée en 2013, et tout récemment, Proust et la stratégie militaire, en 2018. Je voudrais ajouter qu'il est le directeur d'une revue, il y a plusieurs revues proustiennes, qu'il ne faut pas confondre, le bulletin d'information proustienne, le bulletin de la Société Marcel Proust, la revue d'études proustiennes, sans compter toutes les revues étrangères, la revue d'études proustiennes publiée au Classique Garnier depuis quelques années qu'il dirige, et la collection Bibliothèque proustienne, également chez Classique Garnier, où les volumes sont publiés régulièrement. À côté de Proust, il a aussi publié beaucoup de travaux sur l'histoire littéraire et l'histoire de l'histoire littéraire. Son titre aujourd'hui, c'est « Le roman de Proust se termine-t-il par un essai théorique ?» Grave question, en effet, posée par l'adoration perpétuelle et le bal de tête. Vous avez la parole. Je vous remercie pour cette présentation et je me réjouis de voir pour la 4e fois inscrit Proust au programme annuel de ce cours. Il est certain que Proust, plusieurs fois au Collège de France, c'est certainement un moment marquant dans la postérité de cet écrivain, qui est pourtant si renommé. Alors, après avoir proposé ce sujet, le roman de Proust se termine-t-il par un essai? Les premiers mots d'Antoine Compagnon à son cours d'introduction m'ont donné une vive crainte, puisque, pour poser le sujet, votre professeur a dit que, évidemment, Proust essayiste, c'était donc Proust non romancier. Alors, je me suis dit que j'avais mal compris l'orientation du cours et que, involontairement, le sujet que j'avais proposé bien des mois à l'avance aurait l'air d'une provocation, puisque je m'installerai au centre du roman pour interroger l'essai. Et puis, évidemment, très rapidement, au bout de quelques minutes, j'ai été totalement rassuré. Le roman fait partie de la question et les parties essayistiques dans le roman font partie de la question. Alors, évidemment, cette question, le roman de Proust se termine-t-il par un essai, fait allusion, tout le monde le comprend, à la grande dissertation esthétique intervenant vers la fin du dernier volume du cycle romanesque, où l'on voit apparaître la doctrine de Proust, un peu le mode d'emploi de ce roman, une leçon d'esthétique générale ou de philosophie esthétique, comme on voudra. Et on sait que, à partir de là, si l'on voulait répondre strictement et tout de suite à ma question, le roman de Proust se termine-t-il par un essai? On répondrait non. Dans la mesure où le dernier épisode de La Recherche du temps perdu, qui occupe la seconde moitié du temps retrouvé, la matinée chez la princesse de Guermantes, se divise, vous le savez, en deux volets. L'adoration perpétuelle, qui correspond à cette dissertation esthétique, mais ensuite le bal de tête, cette grande mise en scène romanesque, la réapparition grandiose de tous les personnages encore vivants, grimés par le vieillissement, qui aurait un peu pour équivalent dans le Guépard de Visconti, la grande scène de bal qui occupe la moitié de ce beau film, évidemment. Donc, factuellement, le roman de Proust ne se termine pas par un essai. Mais on peut quand même essayer de prendre une hauteur de vue plus grande, un peu moins terre-à-terre, et remarquer que le roman de Proust
aboutit à son élucidation esthétique, tend vers l'exposé final de sa propre doctrine. Et donc, si la dissertation esthétique ne coïncide pas matériellement avec les toutes dernières pages du cycle romanesque, elle en constitue la finalité, les fins dernières, ce vers quoi a tendu tout ce qui précède et qui est d'ailleurs en train de s'achever. Bel et bien. On peut donc admettre que, non pas littéralement, mais en esprit, la recherche du temps perdu se termine par un essai. Surgissent alors évidemment plusieurs questions. L'une serait, est-ce que cette dissertation esthétique, cette dissertation de philosophie esthétique constituant l'adoration perpétuelle, ressortit au genre de l'essai? Et on verra que pas exactement. Une question à partir de là qu'il faudrait affronter, qui est d'ailleurs une question générale dans le cours de cette année, qu'est-ce qu'un essai en soi, à vrai dire? De manière un peu plus difficile, mais moins difficile quand même, qu'entend Proust par le terme d'essai, si essayez d'imaginer. Et enfin, il y a une question un peu plus particulière à Proust, qui est que si la dissertation finale du temps retrouvé se rapprochait de l'essai, pourquoi avoir fait précéder cet essai, c'est-à-dire l'énoncé de ce que pense Proust, par un long roman? Pourquoi ne pas avoir commencé tout de suite par l'exposé de la doctrine à laquelle il voulait aboutir? Alors, pour essayer de répondre à ces questions, qui sont aussi malcommodes les unes que les autres, j'espère que vous le mesurez pleinement, je procéderai en 3 étapes. D'abord, j'envisagerai ce qui, dans les pages constituant l'adoration perpétuelle, peut relever de l'essai. Puis, contradictoirement, ce qui, dans les mêmes pages, perturbe la logique de l'essai et, je dirais, son déroulement normal. Et j'envisagerai pour terminer la tentative de se rapprocher des conditions dans lesquelles Proust conçoit ce rapport de l'énoncé théorique avec son environnement romanesque. Donc, à la question de savoir si le roman de Proust peut se terminer par un essai, il y aurait 3 types de réponses qui seraient oui, oui mais dans quelles conditions? Je commence par le oui. Le roman de Proust se termine par un essai. Nous avons donc là une 50aine de pages. Je dis une 50aine de pages, si nous prenons l'édition de la Pléiade, tome 4, l'adoration perpétuelle commence page 445 et se termine, peut-on dire, à la page 496. Nous avons donc là le moment annoncé et même promis par tous les volumes du cycle romanesque qui précède. Ce moment où les interrogations en suspens recevront leurs réponses, où les mystères seront élucidés, où le parcours du héros prendra enfin son sens. Et ce sont bien 50 pages d'énoncés dogmatiques, où l'on trouve les conclusions générales tirées par le narrateur de son parcours en tant que héros, et derrière le narrateur, au fond, les justifications par Proust de ce qu'il a voulu faire dans son roman, des principes qu'il a mis en application depuis la première ligne du côté de chez Swann. Ce serait donc, ces 50 pages, l'équivalent d'un traité écrit à part, l'insertion vers la fin du roman d'un opuscule rapproché de ces volumes qui ont été intitulés par certains écrivains « Ce que je crois », et qui l'ont été d'autant plus que Gallimard avait lancé, Grasset avait lancé sous ce titre une collection au milieu du XXe siècle. L'équivalent aussi de cet essai de Raymond Roussel, « Comment j'ai écrit certains de mes livres », un essai qui a d'ailleurs paru lui aussi à titre posthume, comme le temps retrouvé pour Proust. On pourrait encore peut-être intituler ces pages « Essai sur le roman ». Elles entreraient certainement dans un éventuel recueil recevant pour titre Marcel Proust, écrit sur l'art. De toute façon, que nous décidions ou non que c'est un essai, la postérité l'a fait pour nous et avant nous. La postérité de Proust a décidé avant nous que l'adoration perpétuelle est un essai, car cette section a été visitée, citée, passée au crible, admirée, célébrée, comme un écrit esthétique de première importance dans l'évolution de l'art et de la littérature du XXe siècle.
Nous avons donc affaire, oui, à un essai qui termine le roman de Proust. Et ce qui le prouve, c'est un premier aspect de cette première question, eh bien, c'est qu'on a affaire à un objet purement théorique. Si l'on regarde de quoi parlent ces 50 pages, ce sont des sujets exclusivement généraux. Le fonctionnement de la mémoire et la situation de l'homme dans le temps, les missions de l'art, la tâche du lecteur, comment traiter les personnages de romans, etc. Nous rencontrons des axiomes, beaucoup d'axiomes. Ce sont à vrai dire ceux que les lecteurs de Proust retiennent par cœur et que nous connaissons tous. Seule la perception grossière et erronée place tout dans l'objet quand tout est dans l'esprit. Une minute affranchie de l'ordre du temps à recréer pour la sentir, l'homme affranchi de l'ordre du temps. Les idées sont des succédanés des chagrins. Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur. Chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. Nous avons une condensation d'axiomes dans ces 50 pages. Les articulations logiques ont une teneur très condensée, avouant la nature de ces pages en tant qu'exposé théorique. Il y a là tout l'arsenal de la coordination et de la subordination. Alors, je me contente d'énumérer cette avalanche qui parle d'elle-même, mais hors de sorte que, cependant, ainsi, d'ailleurs, alors chez Proust d'ailleurs, c'est le terme logique le plus vague, le plus fréquent, mais c'est quand même un terme logique. Justement, certes, bien plus à cet égard, même encore, et quant à, sans doute, alors, en cette matière, à un autre point de vue. À cela s'ajoutent des questions de pure rhétorique, comme on les trouve dans les traités de philosophie. Je cite la plus célèbre, « Rien qu'un moment du passé », beaucoup plus peut-être, la question rhétorique. Les opérations de l'esprit. Les opérations de l'esprit pour élaborer une théorie sont décrites par allusion dans toute une série de formules qui viennent renforcer cet arsenal logique. Et au passage, je remarquais, je glissais rapidement sur tout cela. Je le comprenais maintenant. Ces réflexions me faisaient trouver. Je m'étais rendu compte. En somme, si j'y réfléchissais, vous voyez, le travail, l'esprit en train de travailler. Il y a donc ici tout un arsenal logique qui installe le lecteur dans l'organisation d'un développement spéculatif, dans la réception d'un système théorique. Alors, oui, nous sommes dans un essai, et dès lors, quel serait le sujet de cet essai? Je suis toujours dans mon premier point de vue. C'est peut-être ce qui pose un petit peu problème au moment d'interpréter ces pages théoriques comme un essai, c'est le fait que ces 50 pages aient plusieurs sujets théoriques en même temps. On peut les lire comme un traité de métaphysique. On y définit la position de l'idéalisme en philosophie, la situation de l'homme dans le temps, il y a des réflexions sur la mort. On peut reprendre ces 50 pages et les lire comme un traité de psychologie. Le fonctionnement de la mémoire, les mécanismes de l'habitude, les enseignements du rêve, le rôle créateur de la souffrance. On peut reprendre ces 50 pages et les lire maintenant comme un traité d'esthétique générale. Alors on prend position contre l'art populaire et l'art patriotique. On se demande en quoi consiste l'univers d'un artiste. On interroge le rapport entre l'art et le temps, entre l'art et la mort, et on rencontre même une philosophie du comique qui fait partie de l'esthétique générale. On y rencontre dans ces 50 pages encore, non pas un traité, mais je dirais des pages sur la littérature, le rapport entre l'écrivain et sa société, le rapport entre l'auteur et son lecteur. Et on y rencontre enfin des pages sur le roman. Alors, contre le roman réaliste, relevant de ce que Proust appelle la littérature de notation, le rapport entre les personnages fictifs et leurs clés, comment faire apparaître puis évoluer des personnages de roman. Il est question de tout cela. Il y a un petit traité sur le roman, c'est vrai. Les axiomes dont j'ai parlé eux-mêmes peuvent être de nature différente, mais on est toujours bien dans un essai qui pose des termes théoriques. Il y a dans ces axiomes, je dirais, les axiomes les plus purs, c'est-à-dire des énoncés purement théoriques. Alors, je cite le plus connu, qui est aussi le plus massif.
On peut faire se succéder indéfiniment dans une description les objets qui figuraient dans le lieu décrit. La vérité ne commencera qu'au moment où l'écrivain prendra deux objets différents, posera leur rapport analogue dans le monde de l'art à celui qui est le rapport unique de la loi causale dans le monde de la science. Voilà un axiome, pur. Mais assez rapidement, ces axiomes deviennent des maximes à résonance poétique, ce qui me permet de ne pas vous mentir et de vous dire que j'ai tronqué la fin de l'axiome que je viens de vous citer, qui se terminait en effet par « et les enfermera dans les anneaux nécessaires d'un beau style ». Et là, on sent que ça vire. On n'est pas seulement dans l'axiome abstrait, on commence à avoir des images, et il y a une sorte de mouvement poétique qui s'introduit. Et parfois, dans des axiomes plus courts, c'est de la poésie dès le début. Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus, c'est une maxime, malgré tout. Une heure n'est pas qu'une heure, c'est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climats. C'est un axiome, mais un axiome habité de poésie, voyez. Et puis, il y a ce que j'appellerais des affirmations relevant d'un élan enthousiaste. Alors là, il y a la plus célèbre, que tous les amateurs de littérature se récitent en marchant dans la rue. La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue, c'est la littérature. Vous voyez, ce mouvement d'enthousiasme, n'est-ce pas? Petite remarque aussi, nous sommes dans un essai, mais cet essai, on ne peut pas en établir le plan. On peut essayer. En fait, comment procède Proust dans ses 50 pages théoriques? Il procède par avancée, par glissement progressif. Alors j'ai observé la silhouette de ces 50 pages, et voici ce que j'ai constaté. On passe de la théorie de la mémoire, petit à petit, à la tâche de l'écrivain. Donc, au rapport entre la littérature et la réalité. Puis, à l'expérience personnelle du créateur, le rôle de la souffrance, de la jalousie, la part de bonheur. Mais ces développements, en réalité, que j'ai fait se succéder, ils se chevauchent, ils font retour les uns vers les autres. Si maintenant on s'approche du texte pour observer les paragraphes, on met sa tête bien au-dessus de la page et on regarde les paragraphes. Alors, on constate que ces paragraphes se succèdent par de simples rapports de voisinage. Voisinage d'analogie ou voisinage d'opposition. Par exemple, les affirmations concernant les missions de l'art provoquent immédiatement les réfutations des fausses conceptions de l'art. Le rapport de l'auteur et son lecteur amène la description de la situation de l'inventeur. Le rôle de la souffrance comprend l'évocation immédiatement après de son contraire, qui est le vrai bonheur procuré par l'art. Alors, en conclusion de ce premier volet, je dirais que ces particularités, il faut d'abord dire, et ne pas oublier de dire, qu'elles peuvent s'expliquer par la genèse de cette section. Rappelons que ce que nous appelons l'adoration perpétuelle, c'est un entassement de conclusions théoriques jetées par Proust, sans doute pas à la hâte, mais en tout cas au jour le jour. Pour le dernier volume, sans révision finale. Je m'objecterai à moi-même que cet entassement de réflexions, il les a quand même ordonnées et rédigées en continuité dans des cahiers de mise au net, à partir desquels on publie Le Temps retrouvé, ce que je suis en train de faire en ce moment, dans mon édition de la Recherche du temps perdu au Classique Garnier. Et donc, il a quand même ordonné tout cela. Mais je m'objecterai encore à moi-même que quand on ouvre ces cahiers, il y a dans cette continuité des paperoles qui bourgeonnent et qui, on le sait, représentent à peu près la moitié du texte que nous lisons par rapport à la version principale qui avance en continuité. Donc, le cas n'est pas tranché. Alors, un philosophe, Pierre Macheret, qui n'a pas tenu compte spécialement de cette genèse de l'œuvre, a émis l'hypothèse que cette avancée en zigzag de l'adoration perpétuelle était voulue. Elle était voulue parce qu'elle reproduisait les saccades, les sauts d'une pensée dynamique en train d'émerger. Peut-être aussi. Le cas n'est pas tranché, encore une fois. Quoi qu'il en soit, ce que je voudrais dire, c'est que si j'ai évoqué cela d'emblée, c'est parce que ces particularités
un peu chaotiques ne constituent pas des objections à l'essai, dans la mesure où il faut le rappeler, un petit peu dans les définitions, un essai n'est pas une dissertation. Une dissertation est tenue à être fidèle au sujet de départ et à suivre un plan. Et justement, l'avantage d'un essai, c'est la liberté de penser, la liberté de développer sa pensée dans la direction qu'on voudra. Donc, en évoquant cet aspect chaotique de cette cinquantaine de pages, je n'ai pas prouvé que l'adoration perpétuelle n'était pas un essai. Ce n'est peut-être pas une dissertation, mais ça peut très bien être un essai. Alors c'est une autre objection qui nous incite, qui nous oblige même à répondre « oui, mais » à la question de savoir si la recherche se termine par un essai. Et cette autre raison, c'est que cet essai théorique fait l'objet, malgré tout, d'une mise en scène romanesque. J'aborde donc ici mon deuxième volet central, la mise en scène romanesque de l'essai. Une grande scène romanesque sert de cadre à ces pages dites théoriques. Cette scène est tellement romanesque que plusieurs hôtels aristocratiques parisiens se disputent la gloire d'avoir servi de cadre à cette scène, à commencer par ce que nous appelons aujourd'hui la Fondation Singer-Polignac, qui fournit l'un de ces modèles, qui n'est pas le seul. C'est au retour d'une réception dans cet hôtel des Polignac que Proust s'exclame en 1907 dans une lettre que tous ces gens que j'ai connus ont vieilli, où l'on peut apercevoir en germe le bal de tête, qui sera esquissé relativement peu de temps plus tard, en 1909. Dans le cours, Antoine Compagnon a signalé d'emblée que du côté du roman, il y avait deux sections fortement essayistiques, indéniablement, dans la recherche du temps perdu, qui sont l'essai sur l'homosexualité au seuil de Sodome et Gomorrhe et l'essai de philosophie de l'art dans la seconde moitié du temps retrouvé. Et je voudrais vous faire remarquer que la même mise en scène romanesque se produit dans les deux cas. Vous avez chaque fois un événement qui fait coup de théâtre, une révélation, qui provoque le déroulement d'un essai théorique, qui se prolonge par une grande réception mondaine, les deux fois d'ailleurs chez le même prince de Guermantes. Et j'en profiterai pour vous faire remarquer cette chose, c'est que le roman de Proust à grande échelle est souvent construit sur des structures qui se ressemblent, mais le lecteur ne le remarque pas tant les contextes et les contenus ont varié. Donc on n'y pense pas. Alors, on pourrait dire qu'il arrive qu'un traité philosophique même, qu'un essai, se présente comme motivé par une circonstance qui donne lieu à un récit initial. Vous voyez, le dialogue des orateurs de Tacite, qui n'est pas un roman peut-être bien, eh bien, le dialogue des orateurs de Tacite met en scène l'arrivée de ses amis chez Curassius Maternus, et vous avez une petite mise en scène vivante en attendant que ce dialogue ne commence. Regardez plus proche de Proust le discours de la méthode de Descartes. Alors, évidemment, ce traité a un aspect un peu narratif dans la mesure où il se trouve que Descartes y retrace justement à grands traits sa formation intellectuelle. Mais il y a au départ un argument, je dirais, romanesque, qui est, vous le savez, le fait que le philosophe se trouve arrêté au commencement de l'hiver, dans un endroit où il n'a rien d'autre à faire que de s'entretenir avec ses pensées, ce qui est exactement la situation du héros obligé de séjourner dans la bibliothèque du prince de Guermantes. Il y a là un écho dans ces deux situations. N'oublions pas que le discours de la méthode était au programme du baccalauréat de Proust en 1889, et il n'aurait d'ailleurs pas eu besoin de cela tout de même pour le connaître, bien évidemment. Mais ici, il faut dire que chez Proust, plus que chez Descartes, plus que chez le lointain Tacite, les événements extérieurs s'accumulent, formant un modeste roman d'action dans la capitale péripétie intellectuelle et spirituelle, d'où résulte dans cette adoration perpétuelle une multitude de petits détails matériels vécus. Alors, les pavés sur lesquels on trébuche, une conduite d'eau, le tintement d'une cuillère, la reliure d'un livre dans la bibliothèque, même un rayon de soleil oblique qui intervient chemin faisant. Mais surtout, cet essai théorique est très fortement dramatisé.
Il est dramatisé dès le départ par la succession initiale des souvenirs involontaires qui frappent comme les 3 coups qui annoncent le lever de rideau au théâtre. Mais une fois que le rideau s'est levé et que la théorie a commencé, il y a un événement une circonstance dont il faut tenir compte. C'est qu'il y a le morceau de musique dans le grand salon. Le héros attend parce qu'il ne doit pas interrompre, il attend un intermède. Or, le morceau de musique joué au grand salon peut se terminer à tout instant. Le narrateur le dit et le répète. Et si le morceau s'interrompt, le héros va être obligé d'entrer dans le salon. Il ne sera plus seul pour réfléchir. Il doit donc se dépêcher. Or, si vous y réfléchissez, rien n'oblige Bergson, dans son essai, aucune circonstance extérieure ne l'oblige à se dépêcher de nous dire en quoi consistent les données immédiates de la conscience. Rien n'oblige Gabriel Séaille, le professeur d'esthétique de Proust, et c'est sur le génie dans l'art, rien ne le presse à nous dire avant une urgence en quoi consiste le génie dans l'art, parce que Séaille, parce que Bergson écrivent de purs essais et non pas des romans. Voyez la différence. Et donc, j'ajouterai que si le romancier interrompait son propre roman pour se lancer dans un essai, ce que reprochait Faguet à Balzac, à tort, il devrait dans ces pages oublier son univers romanesque, à commencer par ses personnages. Antoine Compagnon rappelait que Paul Ricoeur, pour Paul Ricoeur, dans le roman contemporain tendant à l'essai, aurait pour corollaire la perte d'identité du personnage. Or, dans cette étrange dissertation esthétique composant l'adoration perpétuelle, le personnel romanesque des personnages proustiens n'est jamais oublié, jamais. Le surgissement du souvenir involontaire ne fait jamais oublier le prince de Guermantes. Les réflexions sur l'amitié débouchent inopinément sur Albertine et sur la tante Léonie autrefois, puis sur Gilberte. Le rapport entre littérature et nationalisme convoque bien évidemment les attitudes du marquis de Norpois. L'idée que l'écrivain est un lecteur de signes renvoie immédiatement à Robert de Saint-Loup. Le souvenir d'Albertine fait ressurgir celui de la grand-mère, qui à son tour appelle un peu plus loin celui de Madame de Villeparisis. Et celui de Saint-Loup provoque le rappel de sa maîtresse Rachel. La jeune marquise de Cambremer est convoquée dans le débat sur l'apprentissage de l'homme de lettres. Le baron de Charlus et Swann se trouvent réunis, vous vous en souvenez, sous la commune appellation de célibataire de l'art. Et donc Charlus entraîne l'évocation de Morel, comme Swann entraîne celle d'Odette. Même la princesse de Luxembourg et même le prince d'Agrigente, qui ne sont pas des personnages principaux dans ce roman, se trouvent servir d'exemple à la philosophie du point de vue. Pour enfin conclure, pour le narrateur, en somme, si j'y réfléchissais, la matière de mon expérience, laquelle serait la matière de mon livre, ce n'est pas un traité de philosophie, c'est Me venez de Swann, de Swann. Donc, au fil de la spéculation esthétique et philosophique, les personnages réapparaissent progressivement comme par arborescence. Il en est de même des lieux romanesques, et là je passe plus rapidement, mais enfin, on voit apparaître dans cette philosophie de l'art les anciens souvenirs de Combray, où Gilberte transporte la scène à Tansonville et du coup aux Champs-Élysées. Balbec est plusieurs fois superposé à Venise, mais aussi on voit apparaître Doncières et les scènes parisiennes, comme dans La prisonnière lorsqu'Albertine est allée au Trocadéro, n'est-ce pas? Alors, on ne peut pas exactement dire que le fil du raisonnement rouvrirait la boîte de Pandore de l'univers romanesque. Ce n'est même pas cela. C'est au contraire que le roman ne se retire pas de cette grande section essayistique qui en fait le couronne. Le héros devenant écrivain, philosophe, feuillette les épisodes de toute sa vie. Et nous, derrière le héros, nous feuilletons tous les volumes du cycle romanesque, de la recherche du temps perdu. Nous rencontrons là ce concept avancé par Vincent Ferré, qui est une lecture fondamentale pour cette année, l'essai fictionnel, essai sur le roman, notamment chez Proust, qui a paru chez Champion en 2013. Et je voudrais évoquer ce problème, avons-nous affaire à un essai fictionnel, en signalant des points d'accord et aussi quelques points de discussion.
Je crois que dans la littérature que j'ai lue sur ce sujet, qui est le sujet du cours, on invoque, à mon avis à tort, une prétendue hétérogénéité entre les séquences d'essais par rapport au récit, alors qu'il y a en fait, je viens de le voir, une indissociable unité. L'essai s'infiltre un peu partout dans le roman, et dans cette grande section relevant de l'essai, le roman s'infiltre partout dans la réflexion. Les spécialistes du roman et de l'essai disent que les strates narratives et spéculatives se distinguent. Mais en fait, chez Proust, elles ne sont jamais indépendantes l'une de l'autre. On ne peut pas les séparer. Peut-être même contesterais-je un petit peu, si je l'ose, la formule de Roland Barthes qui dit que Proust a mis au jour une forme mixte, dans la mesure où cette mixité n'est pas réellement ressentie par le lecteur. On nous dit aussi souvent que dans ces romans à caractère essayistique, le roman intègre des réflexions, mais il ne les intègre pas, il les sécrète. Il les sécrète naturellement, comme il sécrète des situations et des personnages. On le voit chez Proust, notamment, le discours essayistique demeure narratif. Comme le dit si justement Bernard de Fallois dans sa préface de 1954, quand il nous découvrait l'existence de Contre Sainte-Beuve, ce n'est pas un essai ni un roman, c'est une œuvre. Voilà. Et alors là, Vincent Ferré a des formules justes à ce stade-là, n'est-ce pas? J'en retiendrai une où il ne parle pas de l'adoration perpétuelle qui m'occupe, mais ça s'applique tout à fait, lorsqu'il dirait qu'une telle séquence relève plutôt d'une forme fictionnelle rappelant l'essai à l'intérieur du roman en produisant un effet théorique. Et je crois en effet que ce sont plutôt des passages à caractère essayistique que des essais dans le roman. Ça ressemble à de l'essai. Je crois qu'on est là dans une formule à peu près juste. Tout cela, évidemment, est susceptible d'être discuté. Alors, pour essayer de finir de cerner tout cela, je vais essayer de nous remettre dans l'état d'esprit de Proust. Commencer une phrase comme celle-là est d'une difficulté qui confine au ridicule. De nous remettre dans l'état d'esprit de Proust au moment de concevoir de tels passages à dominante théorique, mais qui ne renoncent pas au roman. C'est ce que j'ai appelé au départ « oui, mais dans quelles conditions ?» c'est-à-dire les conditions de l'essai dans le roman. Et pour évoquer cette difficile question, je commence par la difficulté qui est le contexte philosophique. Eh oui. Le contexte philosophique dans lequel la recherche du temps perdu a été conçue nous permet d'approcher d'une manière intéressante une question particulière à Proust que j'ai évoquée dès le départ, cette configuration proustienne qui est la place presque finale de l'adoration perpétuelle dans le cycle romanesque. Pourquoi avoir transféré l'équivalent de Contre Sainte-Beuve de l'essai critique à la fin? Pourquoi à la fin? Eh bien, la philosophie apporte ici de précieuses réponses, pas toutes, mais certaines. Cela nous aide à avancer. Rappelons que la recherche du temps perdu a été conçue à un moment où son auteur était encore très proche de l'esprit de ses solides études de philosophie, depuis la classe de Darlu jusqu'à ses maîtres de la Sorbonne. J'évoquais Gabriel Séaille tout à l'heure, n'est-ce pas? Et alors ici, si l'on se cantonne, on n'est pas obligé de le faire toujours, mais parfois c'est une étape utile. Si l'on se cantonne aux philosophes qui ont été lus par Proust ou qui lui ont été expliqués dans les termes mêmes où ils y ont été expliqués, car les quelques exemples que je vais évoquer, ce sont des choses que Proust a lues ou entendues, exclusivement. Eh bien, dans ce cas-là, ces leçons, on va le voir, par le langage très opératoire pour comprendre qu'un long roman, comme est la recherche, soit couronné par une 50aine de pages doctrinales. Alors j'avoue que je vais faire quelques emprunts, effectivement, à ce livre qu'Antoine Compagnon a eu la gentillesse de nommer tout à l'heure, L'éclectisme philosophique de Marcel Proust, et plus particulièrement le chapitre « Le clivage entre temps perdu et temps retrouvé ». Il y a trois choses, en gros,
dans la question qui nous occupe présentement, que les philosophes apportent à Proust, que les philosophes que Proust connaît lui apportent. D'abord, c'est l'idée de ménager un itinéraire du roman à l'essai. Par exemple, on lui enseigne que Leibniz, qui est l'un des philosophes qu'il préfère continuellement, qui ne remettra jamais en question, il ne fait pas un roman leibnizien pour autant, mais Leibniz intervient sans être contredit d'un bout à l'autre de la recherche du temps perdu. C'était aussi au programme du baccalauréat. Et donc, Leibniz considère que nous ne sommes qu'empiriques dans les 3/4 de nos actions. Ce qui veut dire que dans le 4e quart, nous pouvons être dogmatiques. Et donc, nous comprenons ici que Proust ménage ces 3/4 de vie empirique dans le roman, qui sera en attente de la conclusion théorique, qui sera le 4e quart. Et là, l'exemple le plus fort, parce que ça veut dire c'est l'exemple fort pour tout à l'époque de Proust, c'est Kant. Car je vous rappelle que la philosophie chez Kant se divise en 2 étapes, la critique et la métaphysique. Et en fait, la critique, c'est l'étape préparatoire, dont nous dit Kant, elle est tellement importante qu'elle constitue presque le tout, du parcours philosophique, qui pourra aboutir alors à un enchaînement systématique de concepts, qui sera la métaphysique. Et donc, vous voyez, le temps perdu, c'est le roman de la préparation critique. Et l'adoration perpétuelle, c'est l'émergence de cette succession de concepts qui ont pu être édifiés à partir de cette préparation critique. Alors, d'autres philosophes affinent la conception de Proust, qui en fera quelque chose que personne ne pouvait prévoir. Proust n'est pas un produit manufacturé, issu de ses lectures. Personne ne pouvait prévoir la recherche du temps perdu, mais puisque nous avons la recherche du temps perdu, nous pouvons comprendre à quel moment il a eu des Augenblick, comme diraient les Allemands, on fait un éclair de temps en temps. Bon. Et donc, il y a des philosophes qui lui font apparaître qu'il y a 2 étapes dans la vie de l'esprit, et ces 2 étapes, ça l'intéresse beaucoup, Proust, notamment dans l'induction. Alors, le grand maître, c'est Jules Lachelier. Proust ne l'a pas vraiment approché, mais il avait un rayonnement extraordinaire par ses leçons dispensées à l'école normale supérieure qui ont formé Bergson, Sehaye, tout ce monde. Et dans l'induction, comme le dit Lachelier, on passe de la constatation à la démonstration. Et ce qui est intéressant, c'est que Lachelier précise que ce sont 2 étapes d'une même existence. C'est-à-dire que l'existence d'un être qui pense passe des phénomènes pour accéder aux principes. Et Lachelier insiste même sur le processus par lequel on passe de l'époque de la constatation, de l'époque des phénomènes, à l'époque de la démonstration, à l'époque des principes. Et ce processus de transformation, il est très important pour que le temps perdu puisse aboutir à son apparent contraire, qui est le temps retrouvé. Vous voyez l'idée. Et donc, on a là le raisonnement par induction, par opposition à ce que les philosophes appelleraient la logique formelle, qui consisterait à énoncer des principes dès le départ. Darlu, le maître de Proust, dont Proust restera si proche. J'ai été très fier et content d'exhumer les cours de Darlu pour savoir ce que Proust avait entendu dans sa classe du lycée Condorcet. Darlu dit quelque chose qui est très proustien, alors comme la semaine dernière avec Poussin. C'est-à-dire que Darlu dit qu'il y a en l'être humain l'involontaire. Et cet involontaire s'amasse secrètement dans les profondeurs de l'âme, avant d'éclore en vérité finale. Nous qui connaissons la recherche du temps perdu, ça ressemble. Évidemment, Darlu, qui est très kantien, s'appuie bien sur Kant ici, avec cette idée de Kant que c'est le déroulement de l'expérience qui permet d'aboutir à la connaissance. Donc, vous voyez, ces 2 étapes de vie. La dernière chose que je voudrais emprunter à l'héritage philosophique, c'est pourquoi un essai, s'il intervient dans l'œuvre de Proust, doit être par essence non pas initial comme était le Contre Sainte-Beuve, mais terminal. Pourquoi l'essai est par essence terminal? Alors là, eh bien, Proust a rencontré des gens qu'on enseignait beaucoup à l'époque, qui étaient les empiristes anglais. Et les empiristes anglais, notamment Dugald Stewart, qu'on enseignait énormément à cette époque, soulignent à contrario les limites de l'évidence démonstrative.
Ce que disent les empiristes, c'est que si on arrive en disant « voilà quels sont mes principes », on ne va pas beaucoup convaincre. Et donc Proust a été frappé par ce principe. Il ne faut pas commencer par un énoncé abstrait, comme le ferait un traité, comme le ferait un pur essai. Par ailleurs, l'essai terminal a aussi pour rôle de corriger les erreurs parsemées dans le roman. Alors là, la critique proustienne s'est arrêtée au nom de Dostoïevski, parce que Proust dit lui-même que ce qu'il apprécie chez Dostoïevski, c'est ce principe dans ses romans de la rectification des erreurs. Mais Dostoïevski nous sert d'écran parce qu'on oublie que l'itinéraire de la rectification des erreurs, c'est une démarche philosophique. C'est une démarche philosophique. Vous voyez par exemple un ouvrage que Proust n'appréciait pas, mais que tout le monde lisait, et Proust aussi, qui est De l'intelligence de Taine. Il l'a lu, on a des preuves. Eh bien, vous avez 2 chapitres qui sont juxtaposés, de l'illusion, de la rectification. Voilà la démarche philosophique. Et dans un sens, cet essai sera terminal parce qu'il y a, au terme d'une démarche philosophique, des erreurs, des illusions, n'est-ce pas ? Donc, la place de l'adoration perpétuelle relève de la démarche philosophique, parce que c'est le moment où on va pouvoir faire un essai, parce que la pensée peut ressaisir son unité. Alors que dans le roman qui a précédé, la pensée se dispersait dans la pure succession des phénomènes. Et c'est ce qu'on appelle en philosophie le phénoménisme. Et notamment Proust l'a rencontré à travers un essayiste anglais, anticipant sur la semaine prochaine, qui est Hume, David Hume. Et là, ce ressaisissement après la dispersion, je voudrais vous montrer à quel point Proust est un romancier prestidigitateur. Parce que cette conception du phénoménisme, il l'a fait apparaître dans son roman très tôt et d'une manière extraordinairement concrète, puisque c'est une tirade du curé de Combray, le curé l'abbé Perdreau, qui est en visite chez la tante Léonie en présence de la bonne Eulalie, et qui parle de Jouy le vicomte, et qui dit ceci. Vous allez voir ce que je viens de vous dire, incarné en roman. Chaque fois que je suis allé à Jouy le vicomte, j'ai bien vu un bout de canal. Puis quand j'avais tourné une rue, j'en voyais un autre, mais alors je ne voyais plus le précédent. J'avais beau les mettre ensemble par la pensée, cela ne me faisait pas grand effet. Du clocher de Saint-Hilaire, c'est autre chose, c'est tout le réseau où la localité est prise. Seulement on ne distingue pas d'eau, on dirait de grandes fentes qui coupent si bien la ville en quartiers, qu'elle est comme une brioche dont les morceaux tiennent ensemble, mais sont déjà découpés. Il faudrait, pour bien faire, être à la fois dans le clocher de Saint-Hilaire et à Jouy, le vicomte. Tome 1, page 105. Résultat de cette tirade, le curé avait tellement fatigué ma tante qu'à peine était-il parti, elle était obligée de renvoyer Eulalie. Et je suppose que c'est donc le même effet que je suis en train de produire sur vous avec mes considérations à n'en plus finir de philosophie. L'idée des philosophes, n'est-ce pas, c'est qu'il y a un moment, à la fin, où il va falloir transformer les a priori en a posteriori. Et là, nous avons une lettre que Proust écrit à Jacques Rivière, cette lettre, une des rares lettres où il lève un peu le voile de ses intentions, qui sont toujours si secrètes, en janvier 1914, je crois que c'est tome 13, page 98-100. On la cite souvent parce qu'on l'aime, cette lettre, bien sûr. Et donc, vous savez que Jacques Rivière vient de lire du côté de chez Swann, enfin un lecteur intelligent, une formule en a été citée tout à l'heure, et Proust dit cette formule capitale, cette évolution d'une pensée, je n'ai pas voulu l'analyser abstraitement, mais la recréer, la faire revivre. Voyez, ce passage de l'un à l'autre. Alors, quelle est à partir de là l'optique de Proust ? Je vais faire des propositions de cette optique de Proust pour terminer. Parce que les conditions philosophiques dont je viens de vous parler, elles sont éclairantes, elles sont des béquilles pour Proust, pour avancer un petit moment. Proust n'est jamais sous la tutelle d'un philosophe, mais il y a des segments de son itinéraire qui s'appuient sur une rambarde, sur une béquille, qui est celle d'un philosophe, et il y a beaucoup de philosophes qui lui servent de béquille et de rambarde. C'est un peu comme ça que les choses se font, encore que je le dise assez grossièrement. Ces conditions philosophiques, il les reçoit de l'extérieur. On peut donc essayer de resserrer le raisonnement par la critique interne.
quel rapport à l'essai manifeste le romancier de la recherche en plaçant presque à la fin de son œuvre le condensé théorique de l'adoration perpétuelle. Vous voyez que je ne recule devant aucune question abominable. D'abord, il faut dire que cette optique a évolué. On ne peut pas dire l'optique de Proust, parce que le concepteur de la recherche autour de 1908 n'est pas identique au romancier de 1920, lancé dans l'épisode d'Albertine, le cycle de Sodome. Ça a évolué, tout ça. C'est pourquoi Antoine Compagnon, vous l'avez entendu, s'est demandé, devant vous, ce que serait devenu l'exposé dogmatique final si le travail de Proust, qui est un travail de constant réaménagement, avait pu atteindre et parachever avant sa mort cette partie. Alors, je vais revenir un petit peu sur quelque chose qui a été évoqué, qui est de savoir quel est le sens que Proust donne au mot « essai », en reparcourant quelques citations qui vous ont été données, parce que ce que je viens de dire précédemment permet d'ajouter encore quelques interprétations, en attendant que les personnes qui viendront après moi et les cours suivants d'Antoine Compagnon ajoutent encore d'autres interprétations. Lorsque le mot est prononcé pour la première fois et que Odette rappelle à Swann qu'il a cet essai sur Vermeer à préparer, en fonction de ce que l'on sait que veut montrer Swann dans cet écrit, nous dirions plutôt que ça relève de la monographie, une monographie sur Vermeer. Bon. La deuxième fois, ça devient plus sérieux. Le héros se trouve en présence du marquis de Norpois, auquel il soumet son morceau, peut-on penser, c'est pas absolument dit, mais peut-on penser sur les clochers de Martinville. Et à ce moment-là, il y a effectivement cette formule, tome 1, page 466, « Quand je voulais écrire un essai ou seulement me livrer à des réflexions sérieuses ». Alors il me semble d'abord ici que le « et » en fait réunit les deux éléments, c'est-à-dire que écrire un essai, c'est se livrer à des réflexions sérieuses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit se mettre en place une configuration qui n'existe pas chez tout le monde, qui est que Proust arrive à maintenir l'ambiguïté du double sens du mot « essai ». Puisque un essai, c'est un écrit spécifique, c'est le sujet posé par le cours de cette année, mais dans le langage courant, un essai, c'est une tentative. Je fais un premier essai, je fais un deuxième essai. Et voyez ici, quand je voulais écrire un essai, au fond, c'est quand je voudrais m'essayer à des pensées sérieuses. Et donc, Proust arrive à se placer à cette croisée de chemin où l'essai désigne à la fois la tentative et l'écrit théorique, n'est-ce pas? Ce sont un peu les premiers essais et articles de Proust lui-même, répertoriés dans la Pléiade. On trouve une occurrence semblable, quoiqu'en progrès, dans la méditation, en effet, de la prisonnière sur le caractère inachevé des grandes œuvres du XIXe siècle, où, tome 3, page 666, on voit évoquer ce qui appelèrent des poèmes ou des essais disparates, la légende des siècles et la Bible de l'humanité. Alors, des essais disparates, là aussi, c'est dans le double sens. Il y a l'idée qu'on a pu collecter des essais pour en faire une œuvre plus importante, mais il y a aussi des tentatives disparates. Vous voyez ce double sens qui est assez particulier à Proust et qui correspond à cette idée à laquelle la critique vient petit à petit, qui est assez curieuse chez Proust, c'est que la recherche du temps perdu, en fait, ramasserait, absorberait pour Proust, aux yeux de Proust, tout ce qui a précédé la recherche du temps perdu et même ce qui n'était pas elle. Ça ramasse les plaisirs et les jours, Jean Santeuil, Ruskin, tout, les essais autour, tout, n'est-ce pas? Bon. Et puis alors, il y a cette réflexion essentielle maintenant, qui se trouve dans La Fugitive, tome 4, page 82. On pourrait évoquer la dialectique de l'essai et du roman. Puisque là, il y a une remarque du narrateur très complexe, lorsque le narrateur dit « Telle vie est comme un essai de psychologie subjective, spontanément poursuivi, mais qui fournit à quelque distance son action au roman purement réaliste d'une autre existence, et duquel à leur tour les péripéties viennent infléchir la courbe et changer la direction de l'essai psychologique. » Donc vous voyez, là, on voit cette dialectique de l'essai et, et du roman, n'est-ce pas? En revanche, il y a une formule dans la correspondance de Proust qui semble répondre définitivement à notre question et qui n'y répond nullement. Il y a une lettre de 1921 dans laquelle Proust déclare tout simplement « Un essai peut être fort supérieur à un roman ». Alors, arrêtons-nous, nous avons la réponse
pourquoi nous sommes-nous posé des questions, tome 20, page 280. Eh bien, cette formule ne veut rien dire. Parce que, en mai 1921, que se passe-t-il? Dans les lettres de Proust, quand il y a des déclarations, il faut regarder les contextes et les motivations. Proust et Robert de Montesquieu, à qui Proust s'adresse, sont en train d'échanger leur production. Proust envoie à Montesquieu Le Côté de Guermantes, tome 3 de La Recherche du temps perdu, et Robert de Montesquieu envoie à Proust un recueil d'articles, Les Délices de Capharnaüm. Il n'y a pas besoin d'attendre la postérité pour que Proust mesure que les deux écrits n'ont pas le même poids. Et vous comprenez sa politesse par anticipation lorsqu'il se dépêche de dire « mais un essai peut être fort supérieur à un roman ». Si on lit quand même Les Délices de Capharnaüm, quand on édite l'œuvre de Proust, on est obligé de tout lire, c'est quelque chose, eh bien, on découvre qu'est en train de faire Proust. Il est en train de masquer à Robert de Montesquieu qu'il puise dans un de ses essais l'idée des deux mariages de la fin de La Fugitive, de Gilberte avec Robert de Saint-Loup, et de la fille ou nièce de Jupien avec le fils Cambremer. Et comme il est en train de faire plus ou moins un plagiat, un essai peut-être fort supérieur à un roman, je vous complimente, monsieur de Montesquieu. Bon. Donc, vous voyez, en réalité, cette formule qui a l'air très importante, je crois, n'a pas beaucoup d'importance. Et je termine réellement, car le temps le rend nécessaire. En m'affrontant, j'ai décidé de faire la course aux obstacles, donc dernière formule qui a été évoquée 2 fois dans ce cours comme étant fort embarrassante pour le sujet qui nous occupe. C'est cette fois, on est obligé d'en tenir compte à fond parce qu'elle est dans l'adoration perpétuelle, une œuvre où il y a des théories et comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix. Pourquoi, au milieu de l'essai théorique final du temps retrouvé, déclarer qu'une œuvre où il y a des théories est comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix? Ça n'est pas simple. Contradiction embarrassante, point d'interrogation. Eh bien, je crois que non, et je propose 3 interprétations. Ce qu'il faut regarder, c'est le début de la phrase, une œuvre où il y a des théories, où il y a 2 indices de péjoration. Il y a le gallicisme « il y a », ce n'est pas une œuvre théorique, c'est une œuvre où il y a, et il y a l'indéfini au pluriel, des théories. Et ce que la syntaxe dit au début de la phrase, par ce « il y a des théories », la sémantique le répète dans la seconde partie de la phrase et comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix. C'est ce que la syntaxe a dit au début, que la sémantique dit en clair à la fin. Que veut dire Proust, me semble-t-il, à partir de là? Eh bien, c'est que les théories en question, elles ont le défaut, dans les œuvres qu'elles abîment, à la fois d'être importées et d'être plaquées, et de constituer des couplets artificiels. Quand Proust avait 30 ans tout rond, il lit qu'il venait de paraître en français le roman de D'Annunzio, L'intrus. Il s'arrête à la 30e page, il est émerveillé. Philippe Kolb regarde la 30e page, et en effet, il y a un développement extraordinairement proustien de D'Annunzio sur son personnage, disant qu'il a de multiples âmes à l'intérieur de lui-même. Entre ces âmes, combien de différences? Et entre ces différences, combien de nuances? Enfin, on dirait la subtilité préformée de la psychologie proustienne. Oui, mais ce qu'il fallait voir en plus, c'est quand je préparais ma thèse que j'ai découvert ça, parce que déjà, quand on prépare des thèses, on est obligé de tout lire avant d'éditer. Eh bien, c'est que D'Annunzio fait un plagiat éhonté. Il est en train, dans cette merveilleuse analyse, de recopier in extenso 15 lignes de Théodule Ribot dans Les maladies de la personnalité, ce livre que Proust a étudié à la Sorbonne et qui l'intéresse et qu'il connaît et qu'il cite. Voilà une œuvre où il y a des théories, qui est un objet sur lequel on a laissé la marque du prix. La voilà. Et dans une autre mesure, beaucoup plus subtile, le Jean-Christophe de Romain Rolland, qui semble couper l'herbe sous les pieds de Proust, puisque Du côté de chez Swann paraîtra en 1913, et que le roman de Romain Rolland apparu en feuilleton dans les cahiers de la quinzaine de Charles Péguy de 1904 à 1912. Ça semble couper l'herbe sous les pieds de Proust parce que voilà quand même, avant Proust, un cycle romanesque qui a pour épine dorsale la vocation d'un artiste. Eh bien, dans ce que Proust écrit sur Romain Rolland, on voit ce qu'il lui reproche. Je rassure l'auditoire, Romain Rolland, pour un grand écrivain, il en fait une grande œuvre. Je parle de ce qu'argumente Proust par rapport à lui-même. Ce qu'il lui reproche, eh bien, ce sont les développements musicologiques. Je rappelle que Romain Rolland était parallèlement musicologue à la Sorbonne
Et donc, il lui reproche ces débats musicaux qui sont trop plaqués dans le cours de la narration à la faveur de grandes rétrospectives ou de dialogues très circonstanciés. Eh bien, justement, aux yeux de Proust, la recherche ne sera pas. Et au stade où il en est de déclaration dans le temps retrouvé, la recherche n'a pas été une œuvre où il y a des théories. Parce qu'il y a une pensée unitaire. Vous remarquerez que quand Proust évoque sa philosophie, il dit « ma pensée ». Ma pensée. Et parce que c'est une œuvre gouvernée. C'est un mot trouvé magistralement par Claude Mauriac, qui disait « La recherche du temps perdu est une œuvre gouvernée par un écrivain qui extrait de lui-même, qui donc à la fois contrôle et tient à sa merci tout ce que pense son narrateur. » Et donc une œuvre où il y a des théories, finalement relève de la littérature de notation. Il n'y a pas que les inventaires de mobilier qu'on peut inutilement déverser dans un roman. Le monde des idées a lui aussi ses inventaires. Je vous remercie. Merci pour ce bel exposé sur cette adoration perpétuelle qui est en effet l'un des grands morceaux que l'on doit traiter dans un cours comme celui-ci. Et vous avez bien parcouru ce qui en fait à la fois quelque chose d'essayistique et l'intégration romanesque des idées. Ce qui est aussi intéressant dans la genèse de ces morceaux théoriques, c'est que Proust n'a pas su vraiment où les insérer pendant longtemps. Il y a ce qui s'explique par la difficulté d'intégration et en même temps le résultat qui est l'intégration dans le fil romanesque. Ces moments pouvaient se déplacer, notamment les réminiscences. Les réminiscences donnaient lieu, dans un certain nombre de brouillons, à des anticipations théoriques, beaucoup plus que dans... Même si l'adoration perpétuelle n'est pas finale, au sens où c'est posthume, ce qui est final, c'est la suppression des anticipations théoriques de l'adoration perpétuelle. Les épisodes de réminiscence restent isolés, ne sont pas reliés et sont donnés tels quels. Donc, on va dans le sens que vous avez dit comme suppression des étiquettes, suppression des prix, tout ce qui est élimination des annonces du dénouement. Mais dans le cours de la rédaction du roman, il y a quand même cette idée constante chez Proust que dès qu'une réflexion générale qui s'insinue dans une paperole, qui se greffe sur le récit, devient trop générale, il faudrait peut-être la garder. Je n'aurais pas eu le temps de vous projeter une note de régie très intéressante. Je ne sais plus maintenant si elle est dans la rédaction de La Prisonnière ou de La Fugitive, mais je la cite dans mon édition, où Proust part d'un épisode qu'il est en train de raconter, se livre à une réflexion générale qui sera dans le texte, mais il ajoute pour lui une note disant que peut-être le caractère très général de cette réflexion, il devrait la garder pour ce qu'il appelle le dernier livre. Et on voit, car ce n'est pas le seul cas, que dans la mentalité de Proust, le dernier livre, c'est le recueil des ultimes conclusions. Et même quand il a beaucoup bouleversé la recherche du temps perdu, qui prend tous ces volumes que nous connaissons et qui allait en prendre encore d'autres, si d'ailleurs, comme on le voit à la fin de sa vie,
il y a quand même cette idée que le dernier volume, c'est le dépôt théorique de l'ensemble, et que si on arrive à un degré de généralité complet, il faudrait peut-être retirer cette conclusion que le fil des idées a amené sous sa plume pour le réserver à la fin. Il y a donc cette idée d'un essai final qui serait le lieu de l'extrême généralité, de la généralité définitive. Une chose que j'ai moins compris, pourquoi dites-vous que l'idée de mettre la théorie à la fin n'est pas déjà dans le contre Sainte-Beuve? C'est tout le mouvement du contre Sainte-Beuve de mettre la réflexion théorique. Dès les premiers feuillets du Carnéen, on trouve ce renversement qui fait que la théorie viendrait après. Oui, à petite échelle. Et par ailleurs, il y avait la possibilité de publier cet essai. Ce qui pourrait encore paraître, c'est cet essai que j'ai dans ma tête et que je commence à oublier. Oui. Et donc, il y a là quand même l'idée d'exposer des idées. Lorsque Proust se livre à des réflexions avant la recherche du temps perdu, c'est la valeur de l'essai qu'on voit dans les emplois du mot dans la recherche du temps perdu. C'est-à-dire que l'essai, c'est lorsqu'on est pris dans la glèbe du temps perdu, un petit peu comme le cygne de Mallarmé pris dans les glaces, secoue d'aile pour essayer de sortir. Alors on fait des essais pour essayer de sortir de cette glèbe, de la non-réalisation de soi-même, du temps perdu. Et donc les essais sont plutôt incoatifs, hein, dans ce sens-là. Et Proust a pensé à un contre Sainte-Beuve au seuil de la recherche du temps perdu, et non pas alors qu'il était à la fin. Et donc, je pense qu'il a compris ensuite, et la lettre de Jacques Rivière qu'il faudrait citer, à Jacques Rivière qu'il faudrait citer en entier, le montre, hein, ce n'est qu'une fois les leçons de la vie comprises, que ma pensée se dévoilera. Parce que dévoiler sa pensée au départ, ça ne va pas convaincre, n'est-ce pas? Et donc il faut qu'il y ait ce poids de... Mais cette idée est très très vite abandonnée, l'idée d'exposer... Tout à fait. Tout à fait. Quand il parle de conversation avec maman, c'est la conversation qui vient après le récit de la matinée. Tout à fait. Donc c'est déjà... Moi, il m'a toujours semblé que c'était ça le coup de génie, c'est ce renversement. Oui. Peut-être que je le verrai moins comme en référence à divers philosophes que tout simplement comme une exemplification qui... Et aussi une force romanesque, parce que il y a des esprits chagrins, j'en ai rencontré, qui disent que oui, l'adoration perpétuelle, on nous annonçait des choses extraordinaires, quand on le lit, ça n'est pas si extraordinaire que ça. Je ne suis pas d'accord. Bon, mais il est certain que l'un des prix de l'adoration perpétuelle, c'est d'être perpétuellement annoncé. Il faut voir cette force proleptique, romanesque qu'il y a à dire, pour des raisons qui ne seront dévoilées que plus tard, quoique je dû se remettre à longtemps de savoir pourquoi, on verra plus tard, etc. Et là, en fait, l'adoration perpétuelle, elle a deux valeurs. Elle a la valeur en elle-même, et elle a la valeur dans l'économie de l'œuvre d'avoir été si longtemps et si fréquemment annoncée, avec cette valeur, cette dynamique proleptique d'annoncer quelque chose qui ne sera dévoilé qu'à la fin, il me semble. Oui, et c'est pourquoi je disais que tout ce qu'il annonçait excessivement est enlevé. Et retiré. Tout ce qui était, disons, trop précis dans les annonces de la nation perpétuelle, qui existait, est retiré pour laisser l'énigme et le mystère qui sera... Vous avez d'ailleurs marqué ça dans l'avant-propos de Proust entre deux siècles, où vous expliquez cette dissociation qui s'est opérée et qu'on peut essayer de dater même. Oui, et qui est véritablement la découverte. Je serais peut-être moins sensible... vous avez repris... vous avez bien écouté ce qui a été dit dans les cours précédents, vous avez repris un certain nombre des exemples, je serais peut-être tout de même moins sensible que vous à ce sens d'essai qui est essayé dans les exemples que vous avez donnés. Il me semble que lorsque Proust emploie l'essai dans ces occurrences,
la référence littéraire est inévitable. Oui, mais elle est inévitable dans le même temps où le héros est en situation de se livrer à des essais. D'ailleurs, montrer le morceau sur les clochers de Martinville à Norpois, c'est un essai, c'est une tentative. Et donc, dans les formulations de Proust, il apparaît que l'essai serait plutôt quelque chose de bref, parce que quand on tente une sortie de la situation d'inertie, de stérilité, de manque de volonté dans laquelle on se trouve. Et donc c'est pourquoi ce sont des essais plutôt initiaux, incoatifs. Et je trouve que si on relit ces phrases, bon, c'était quand même le cas aussi chez Montaigne, mais enfin, c'est assez frappant que Proust se place à la croisée des chemins des deux sens de ce mot, qui pourtant, quand on parle d'un essai de Bergson, on ne pense pas à l'essai au sens de tentative, si vous voulez, c'est un écrit. Et donc, en fait, l'écrit inclut le sens de la tentative. Ça me semble assez frappant. Il faudrait relire le mouvement de ces phrases pour voir et pour l'apercevoir, peut-être. Oui, mais je crois que l'essai conserve le sens d'essayer. L'essai conserve, à l'époque de Proust, le sens d'essayer en français. C'est assez tardif, hein, l'intégration en français du nom du genre par rapport à d'autres langues. Donc il y a, mais dans les exemples que j'avais analysés, que vous aviez repris, comme quand il parle d'essai ou de réflexion sérieuse, hein, en parlant à Norpois, difficile de ne pas donner ce que j'avais appelé quasi-synonymie avec étude, l'autre mot qu'il emploie beaucoup plus souvent. Oui, mais le narrateur rejette ceux qui ont dit ça, parce que voulaient dire ces gens? C'était que finalement, ces œuvres réputées grandes étaient le rassemblement d'essais disparates. Ce qui voudrait dire qu'on a affaire à un écrivain qui avait fait des tentatives en zigzag et qui veut nous laisser croire qu'il a écrit une cathédrale, composé une cathédrale. Et c'est là qu'on voit que ces essais disparates ont quand même le sens de tentatives dans des directions un peu désordonnées chez ceux qui veulent dévaloriser les grands écrivains du XIXe siècle. Vous voyez, c'est là qu'il y a cette bifurcation, enfin, cette croisée des chemins. Oui, alors on revient en effet des discussions qu'on avait pu avoir à propos de votre premier livre sur l'œuvre cathédrale. Dont je me rappelle avoir fait un compte-rendu à l'époque où on rejoignait les mêmes discussions. Qu'est-ce qu'une cathédrale et est-ce que cette métaphore est... Parce que la cathédrale, justement, elle n'est jamais achevée. Mais en même temps, elle a une unité qui vient de sa fonction et de sa référence spirituelle. L'intérêt de la cathédrale, c'est que c'est une architecture qui est toujours finie, mais jamais achevée. Et c'est ce que retrouve la recherche du temps perdu. Si Gide compare Proust à Montaigne, ce qui, quand même, dans l'esprit de Gide, est un compliment, c'est aussi parce qu'on a dans son journal d'autres réflexions disant que Proust passait son temps à dire que son œuvre était une cathédrale et que s'il insistait autant, c'est parce qu'il savait très bien que ça ne sauterait pas aux yeux. Je crois qu'on va arrêter là en vous remerciant, en nous revenant.